Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, vous avez souhaité auditionner le directeur des opérations et de l'emploi de la gendarmerie. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et naturellement, j'essaierai de répondre le plus précisément possible à vos attentes. D'autant que le sujet que vous évoquez est un sujet extrêmement prégnant et il est très important pour notre collectivité nationale. À ce stade, il faut quand même que je précise que je ne suis directeur des opérations et de l'emploi que depuis 1 an. Et donc, on peut considérer que peut-être sur certains sujets, je n'ai pas beaucoup de recul. L'ensemble des opérations de police administrative et de police judiciaire qui sont réalisées au sein du pays et toutes les mesures d'organisation de la gendarmerie passent par la direction des opérations et de l'emploi que je dirige. Ce qui veut dire qu'on peut considérer dès lors que cette DOE constitue une espèce de tour de contrôle de l'activité de la gendarmerie, en particulier en termes de lutte contre la délinquance. Je parle bien entendu pour la zone qui est placée sous la responsabilité de la gendarmerie, qui, comme je le rappelle régulièrement, représente quand même 95% du territoire. Zone sur laquelle résident un peu plus de 30 millions de Français. Alors c'est un sujet très vaste que votre mission a pris à bras le corps. Il est très complexe, évidemment, car il nécessite de mettre en perspective l'action d'un certain nombre de services de l'État et puis un certain nombre d'autres partenaires absolument essentiels qui ont la charge de la gestion de la cité, que sont les élus. Alors mon propos va s'articuler autour de 3 points. Le premier, je voudrais évoquer rapidement les éléments structurants pour les questions d'insécurité. Ensuite, des éléments un petit peu déstabilisants. Et puis vous livrer une petite analyse personnelle, peut-être un peu iconoclaste. Mais je pense que si on ne peut pas être iconoclaste avec la représentation nationale, on ne peut l'être nulle part. Courage à être iconoclaste, il n'y a pas de problème. On est là pour débattre, donc au contraire. Voilà. Pour les éléments structurants... Pardon. Les premiers points que je souhaiterais aborder sont les éléments structurants qui tiennent lieu, je veux dire, à l'essence même de la gendarmerie, qui est une institution qui a pour vocation d'assurer la continuité d'un service de sécurité sur de très vastes espaces. Et évidemment, ça conditionne notre action. C'est extrêmement important à prendre en compte parce que, évidemment, ça nous éloigne assez sensiblement de la manière dont, par exemple, les policiers font leur travail sur des zones qui sont extrêmement réduites. Tout cela s'effectue dans un contexte particulier qui est d'une demande grandissante de sécurité de nos concitoyens et dans un contexte budgétaire qui est de plus en plus contraint. Donc ça a quand même des incidences assez sérieuses. Notre capacité à agir dans la gendarmerie repose sur 2 axes qui sont fondamentaux. C'est 1, la présence permanente de la gendarmerie au plus près de nos concitoyens, et évidemment s'y rattache le logement de service, le logement concédé par nécessité absolue de service, qui est un élément important de notre maison, et évidemment la capacité de monter en puissance que permet l'organisation hiérarchisée et militaire de la gendarmerie nationale. Évidemment, l'efficacité de la gendarmerie repose avant tout sur sa territorialité, c'est-à-dire sur les 3200 brigades qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Ce qui donne, vis-à-vis de la population, une grande proximité. Et je pense que la proximité est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité. D'ailleurs, j'entendais M. Pechnard hier à la télévision qui disait qu'il fallait que les policiers sur la région parisienne habitent dans les endroits où ils travaillent, de manière à ce qu'ils sachent exactement de quoi ils parlent, qu'ils connaissent les gens avec lesquels ou pour lesquels ils travaillent. Et ça me paraît évidemment frappé au coin du bon sens, parce que ce qui fait la force de la gendarmerie, évidemment sur l'ensemble du territoire, c'est qu'elle est au plus près des concitoyens, elle est au plus près des préoccupations de ceux pour lesquels nous essayons de remplir notre mission partout dans ce pays. Donc schématiquement, les gendarmes occupent le terrain par construction et ils essaient de maîtriser leur environnement. Je pense que c'est un élément extrêmement structurant. Par ailleurs, il y a des éléments déstabilisants dans tout ce que je viens de dire, parce que même si la gendarmerie est une vieille dame qui a 8 siècles, elle est aussi déstabilisée comme tout le monde, régulièrement. Le premier élément que je souhaiterais signaler, c'est celui d'une migration importante de la population française en dehors des 25
agglomérations les plus importantes, puisqu'il y a un mouvement migratoire vers la zone gendarmerie depuis une quinzaine d'années qui était extrêmement important et qui modifie assez sensiblement la sociologie des territoires. Ce qui veut dire que la gendarmerie est parfois confrontée à des réalités différentes de celles qu'elle avait l'habitude de traiter il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ce qui veut dire que la notion de sanctuaire rural ou de sanctuaire des zones rurales ou périurbaines, en tout cas en dehors des grandes villes, cette notion de sanctuaire n'existe plus. Et la délinquance et l'insécurité frappent au cœur de nos territoires, dans la ruralité profonde. Et je pense que c'est une dimension nouvelle qui n'existait pas il y a quelques années. Alors évidemment, la gendarmerie est obligée de s'adapter, et elle s'adapte à sa périurbanité, à cette nouvelle donnée, qui sont importantes et que nous prenons en compte, et qui ne posent pas de difficulté, puisque cette année, par exemple, nous avons repris 5 circonscriptions de sécurité publique à la police nationale, et aujourd'hui, tous les élus qui voient la gendarmerie arriver à la place de la police ont bien compris qu'en termes de niveau de sécurité et de service public, ils n'avaient rien perdu, parce que les modes d'action de la gendarmerie, et puis son aptitude à gérer la sécurité publique et la police judiciaire ne sont évidemment pas remises en question. Deuxième point important que je souhaitais aborder, c'est une analyse un peu pas très conventionnelle et qui est la suivante. C'est que je considère que la délinquance en valeur absolue dans notre pays n'augmente pas. Les chiffres de la délinquance augmentent, le sentiment d'insécurité, certes, augmente, mais en valeur absolue, la délinquance n'augmente pas. Je parle évidemment ici du contentieux de masse, c'est-à-dire de la délinquance de proximité, celle qui touche au plus près tous nos concitoyens dans leur vie quotidienne et qui les touche dans leur intimité. Les chiffres augmentent pour 2 raisons. La première, c'est que certaines infractions, je prends un exemple, les violences intrafamiliales, sont davantage connues, sont davantage reconnues, sont davantage enregistrées, et par ailleurs, la qualification moderne de certains comportements aujourd'hui se judiciarisent. C'est-à-dire qu'autrefois, certains comportements qui étaient acceptés, aujourd'hui ne le sont plus, et sont judiciarisés. Ce qui, évidemment, lorsqu'on donne une gifle ou une fessée, aujourd'hui, ça finit au tribunal, ce qui n'était pas le cas il y a 35 ou il y a 40 ans. Donc forcément, mathématiquement, il y a une augmentation. Et puis en plus, sur les violences intrafamiliales, j'ajoute un tout petit commentaire, c'est que c'est une délinquance sur laquelle ni la police ni la gendarmerie n'avons aucune prise. Parce que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas comment on pourrait agir sur ces chiffres-là, parce que ça se place dans la sphère familiale, à l'intérieur de l'intimité familiale, et nous aurions de grosses difficultés pour essayer de faire varier ces chiffres. Donc, j'allais dire, ils s'imposent quasiment à nous. La deuxième chose, c'est que les auteurs d'atteintes aux biens, qui aujourd'hui sont quand même les plus importants numériquement, bénéficient d'un traitement pénal qui leur permet de continuer à exercer leur activité, ce qui veut dire que, évidemment, les chiffres continuent de monter. Et puis la troisième raison, c'est que l'exactitude des services et de nos systèmes statistiques fait que nos chiffres, il n'y a plus beaucoup de pertes en ligne et nos chiffres augmentent aussi pour cette raison-là. Deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que la population française a augmenté de 59 millions en 2000 à 66 millions en 2013. Ça fait un certain nombre de millions en plus. Si on devait appliquer à la délinquance cette augmentation, ça ferait une augmentation de sensiblement 10%. Or, on remarque que dans les chiffres entre 2000 et 2013, le nombre de crimes et délits pour 10 000 personnes en 2000 était de 60 pour 1000, qu'aujourd'hui en 2013, il est de 54 pour 1000. Donc on ne peut pas dire qu'il y a plus de délinquance dans notre pays en valeur absolue en 2013 qu'en 2000. Voilà. Ceci n'empêche pas que nous avons une réelle difficulté, c'est que nous avons de l'insécurité dans notre pays, nous avons une délinquance qui, de toute façon, dont les chiffres progressent, ça c'est un fait, et il faut bien que nous nous attaquions et que nous luttions contre ce phénomène. Je dirais quand même que le sentiment d'insécurité est parfois inversement proportionnel à la réalité des choses. Parce que quand vous avez dans des
dans les endroits où il y a peu de délinquance, quelques faits qui se produisent, c'est une explosion. Alors même que dans des endroits, dans des grands centres urbains dans lesquels vous avez un bruit de fond de délinquance permanent, lorsque vous avez une augmentation de 15, 20, 30, 40 faits, ça ne se sent même pas. Ceci dit, je reste persuadé que le sentiment d'insécurité continuera d'augmenter à la faveur de la précarisation de certaines couches de la société française. Et je crois que les faits aujourd'hui, malheureusement, le prouvent. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment obtenir la baisse du niveau de délinquance, ainsi que celle de la baisse du niveau d'insécurité. C'est une responsabilité collective partagée. La gendarmerie constate environ 1 million de crimes et délits sur les 3,5 que compte le pays. C'est important, c'est trop important, clairement. Mais ce n'est pas faute de se réformer. La gendarmerie se réforme depuis un certain nombre d'années. Elle en a connu une réforme très importante, c'est qu'elle est arrivée au ministère de l'Intérieur en 2009. Ministère au sein duquel elle n'était pas forcément très attendue. J'allais dire, j'ai l'habitude de dire, je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai l'habitude de dire que l'arrivée de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, c'est comme l'arrivée d'un enfant adoptif dans une famille. Dans cette famille, il y a des enfants légitimes. Et les enfants légitimes, quand ils voient arriver un rejeton qui n'est pas de là, ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont perdre. Et forcément, l'accueil n'est pas toujours très bon. Alors, je dis ça, mais nous avons eu un très bon accueil au ministère de l'Intérieur, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons notre place, ça ne pose pas de difficulté, même si, évidemment, il y a une culture dans ce ministère de l'Intérieur qui est différente de celle que nous avions au ministère de la Défense, mais pour autant, les choses se passent très très bien. Nous connaissons, en termes d'insécurité, des difficultés permanentes qui nous demandent et qui exigent de nous adapter en permanence à des réformes, notamment en termes de procédures, qui sont extrêmement compliquées, notamment en interne, mais aussi les transpositions du droit communautaire, et qui demandent encore et toujours plus aux enquêteurs sur le terrain. Et c'est une question importante. Je note que dans une société où les tensions sont de plus en plus importantes, et le niveau de violence a tendance à beaucoup augmenter, eh bien, la tâche des gendarmes et des policiers devient de plus en plus complexe au plan juridique. Évidemment, cela emporte un certain nombre de conséquences sur l'adversaire, c'est-à-dire les gens que nous essayons d'amener devant les magistrats, c'est qu'ils le savent. Ils le savent, donc ils profitent du système à l'évidence. Et ça demande quand même de nos personnels davantage d'investissement, avec une diminution de performance. Je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est mathématique, et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les mutualisations que l'on veut, on peut, sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation, s'améliorer. On n'enlèvera pas cette réalité-là, et elle pèse très très lourd. J'étais sur le terrain il n'y a pas très longtemps, parce que je considère que je dois y aller régulièrement pour être les pieds sur le sol, de manière à prendre des décisions au plan national qui sont des décisions de qualité et qui ne posent pas plus de problèmes qu'elles ne règlent de solutions. Et donc, je voyais les gendarmes qui me disaient qu'ils étaient inquiets parce qu'ils avaient l'impression qu'on prenait souvent plus soin des auteurs que des victimes. Je vous livre leur sentiment. C'est un sentiment qui prévaut aujourd'hui dans certaines unités chargées de la gendarmerie. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail de nos personnels ne faiblit pas. Il ne faiblit pas. Nous avons une augmentation des personnes mises en cause, par exemple entre 2012 et 2013, là je prends les chiffres, qui est en augmentation permanente de plus de 4%. Et je note dans le même temps que le nombre de personnes écrouées a diminué dans le même temps de 33%. Donc, évidemment, je pense que l'insécurité et le sentiment qui s'y rattache ne cesseront d'augmenter tant que la réponse collective au phénomène de délinquance ne sera pas adaptée. Et le responsable des opérations et de l'emploi que je suis aujourd'hui considère que cette réponse est totalement en décalage par rapport au quotidien et à la réalité que vivent les citoyens français, quel que soit leur lieu de résidence. Et j'y vois deux soucis majeurs, et je clôturerai mon propos là-dessus. C'est un, la cohérence de la politique pénale au plan national. La cohérence de la politique pénale au plan national ne peut pas être l'addition
des politiques pénales locales. Deuxièmement, c'est le traitement des mineurs. J'étais commandant de groupement il y a plus de 15 ans. J'avais ces conversations avec mon préfet. Je lui disais, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le traitement de la délinquance des mineurs. Tant que nous n'aurons pas traité cette difficulté-là, nous irons vers des lendemains qui seront très difficiles. Je crois que nous sommes d'ores et déjà dans ces lendemains-là. Je ne voudrais pas être plus long, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Voilà les éléments en liminaire qu'il me semblait important d'aborder devant vous. Évidemment, peut-être d'une manière un peu insuffisamment structurée, et je vous demande de me pardonner. J'espère ne pas avoir abusé de ma liberté de parole. Évidemment, je me tiens prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez me poser.